le verre de vin en cristal s'est fracassé sur le parquet en chêne massif, le liquide rouge se répandant sur le bois comme le sang d'une blessure fraîche, mais ce n'est pas ce qui s'était brisé, c'était le vin qui m'avait percuté le visage 3 secondes plus tôt, dégoulinant de mes cheveux. Tachant ma chemise blanche immaculée et me brûlant les yeux alors que le père de ma femme, Richard Montagnier, se tenait au bout de sa table de salle à manger avec un verre vide à la main et un mépris pur dans le regard. La sœur cadette de ma femme, Justine, riait si fort qu'elle devait s'agripper au bord de la table pour ne pas tomber. « Merci papa » parvint à articuler Justine entre deux halètements, peut-être que ça lui apprendra un peu le respect, à ce sale porc. J'ai senti mes mains serrer les accoudoirs de la chaise sous moi alors que toute la famille Montagnier observait la scène, ma femme, Valérie, était assise figée à côté de moi, le visage indéchiffrable. Sa mère Chantal avait la main sur la bouche mais je ne pouvais dire si c'était par choc ou pour réprimer un amusement. Son frère Thibaut fixait son assiette comme s'il voulait disparaître, et Richard, lui, était toujours debout, le torse bombé comme s'il venait d'accomplir un acte héroïque. Je me suis levé lentement, la pièce est devenue silencieuse à l'exception des gloussements de Justine qui s'estompaient, j'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone, mes doigts étaient stables malgré la rage qui coulait dans mes veines. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à un nom que je ne pensais jamais appeler lors d'un dîner de famille et j'ai lancé l'appel. Maître Daval, ai-je dit lorsque la ligne s'est connectée, c'est le moment, exécutez tout ce dont nous avons discuté. J'ai raccroché et la pièce était désormais plongée dans un silence de mort, même Justine avait arrêté de rire. Ils n'avaient aucune idée de à qui ils avaient affaire, ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais construit, de ce que je contrôlais ou de ce que j'étais sur le point de leur prendre, mais ils allaient bientôt le découvrir. Je m'appelle Cédric Hérault, j'ai 42 ans et jusqu'à ce dîner du réveillon du Nouvel An, la plupart des gens m'auraient décrit comme un homme calme et sans prétention travaillant dans la finance, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que calme ne signifie pas faible et sans prétention ne signifie pas impuissant. J'avais passé les 15 dernières années à bâtir quelque chose de plus grand que ce que la famille Montagnier pouvait comprendre et j'avais passé les 6 derniers mois à me préparer pour ce moment précis. Si vous appréciez cette histoire et voulez savoir comment tout cela se déroule, assurez-vous de vous abonner tout de suite. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous auriez fait dans cette situation et explosez ce bouton j'aime parce que cette histoire est sur le point de devenir absolument dingue. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. Les Montagnier ne m'avaient jamais respecté, pas depuis le jour où j'ai épousé Valérie il y a 8 ans, pour eux, j'étais le gendre qui ne venait pas d'une vieille famille fortunée, qui n'avait pas le bon pédigré, qui n'avait pas sa place dans leur monde de clubs privés et de galas de charité. Richard avait fait fortune dans l'immobilier commercial dans les années 80, rachetant des propriétés quand elles ne valaient rien, les développant et surfant sur la vague du renouveau urbain, il se considérait comme un homme qui s'était fait tout seul. Ce qui rendait son dédain pour moi particulièrement ironique. Cédric travaille dans la finance, disait-il aux gens lors des soirées en mettant juste assez d'emphase sur le mot pour le rendre sale, une sorte de truc d'investissement, je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait. La vérité était que Richard comprenait parfaitement ce que je faisais, il ne supportait simplement pas que je sois devenu plus prospère que lui sans son aide. Je dirigeais un fonds de capital investissement spécialisé dans les actifs en difficulté, les propriétés commerciales en faillite, les entreprises au bord du dépôt de bilan, les développements qui n'arrivaient pas à obtenir de financement, je les achetais pour une bouchée de pain. Je les restructurais et soit je les rendais rentables, soit je les revendais avec des marges substantielles. Mon fonds gérait plus de 300 millions d'euros et ma fortune personnelle s'élevait à environ 70 millions, mais les Montagnier ne savaient rien de tout cela. Pour eux, j'étais juste Cédric, le type calme qui opinait poliment aux histoires de Richard et ne discutait jamais quand il critiquait mes choix de carrière. Valérie savait, bien sûr, elle avait vu les relevés bancaires, signé les déclarations d'impôts, mais elle n'avait jamais corrigé les suppositions de sa famille sur mon succès et cela aurait dû être mon premier avertissement. Les problèmes ont commencé petit à petit, Richard faisait des blagues sur mes vêtements lors des réunions de famille, « Cédric, tu as acheté ce costume en prêt-à-porter » Thibaut parlait de son cabinet d'avocat d'une manière qui impliquait que mon travail était moins légitime, Chantal demandait quand nous prévoyions d'acheter une plus grande maison comme si notre pavillon cossu de 4 chambres n'était pas suffisant, et Justine, elle était la pire de tous. Elle avait épousé un gestionnaire de fonds spéculatifs nommé Benoît Courtois qui mettait un point d'honneur à discuter de ses bonus à chaque dîner de famille. La firme de Benoît projette 30% de rendement cette année, disait Justine en me regardant droit dans les yeux. Quel genre de rendement ton petit fonds obtient-il, Cédric ? Je souriais poliment et changeais de sujet, les laissant penser ce qu'ils voulaient. Mon fonds avait affiché une moyenne de 42% de rendement au cours de la dernière décennie mais il n'y avait aucun intérêt à corriger leurs hypothèses.
J'avais appris tôt dans mon mariage que les montagnais ne s'intéressaient pas aux faits qui contredisaient leur récit. Valérie avait été différente lorsque nous nous sommes rencontrés, elle travaillait comme conservatrice dans une galerie d'art contemporain, passionnée par sa carrière, déterminée à laisser sa propre marque en dehors de l'influence de sa famille. J'étais tombé amoureux de son indépendance, de son esprit vif, de la façon dont elle pouvait discuter de tout, de l'expressionnisme abstrait à l'économie comportementale, mais lentement, année après année, elle a dérivé pour revenir dans l'orbite de sa famille. Elle a commencé à aller à plus d'événements familiaux montagnais, à adopter leurs attitudes, à me regarder comme ils me regardaient. 6 mois avant ce dîner du Nouvel An, quelque chose a changé, Valérie a commencé à prendre des appels téléphoniques dans d'autres pièces, à aller à des réunions de clubs de lecture qui duraient jusqu'à minuit. À se faire les ongles et colorer les cheveux avec une fréquence qui semblait excessive même pour ses standards. Je ne suis pas stupide, je connais les signes, alors j'ai fait ce que tout homme intelligent ferait, j'ai engagé un détective privé. Son nom était Marc Flamand, un ancien policier qui dirigeait maintenant sa propre agence d'enquête discrète. En 2 semaines, il avait tout, photographie, vidéo, relevés téléphoniques, SMS. Valérie avait une liaison avec Jérôme Sinclair, un propriétaire de galerie qui la poursuivait depuis plus d'1 an, ils se rencontraient dans son loft du centre-ville 3 fois par semaine. Les messages entre eux étaient explicites, détaillés et remplis de moqueries à mon égard. Cédric n'en a aucune idée, disait un message, il est tellement à l'ouest, il reste juste assis là avec ses tableurs et sa petite vie tranquille. Un autre m'a blessé plus profondément, il est exactement ce que mon père a dit, un moins que rien qui prétend être quelqu'un. Je me suis assis dans mon bureau en lisant ces messages, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine, pas exactement un cœur brisé, plutôt de la clarté. La femme que j'avais épousée n'existait plus, si tant est qu'elle ait jamais existé, ce qui restait était une montagnée qui s'était mariée en dessous de son rang et cherchait maintenant une amélioration. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier. L'empire immobilier commercial de Richard Montagnier n'était pas aussi solide qu'il n'y paraissait, je le savais parce que je suivais ses propriétés depuis des années, non pas parce que je planifiais quoi que ce soit, mais parce que c'était mon métier. J'analysais les marchés de l'immobilier commercial, identifiais les vulnérabilités et positionnais mon fonds pour capitaliser sur les opportunités, et le portefeuille de Richard était plein de vulnérabilités. Il possédait 12 propriétés dans la métropole, principalement des bâtiments commerciaux plus anciens qu'il avait achetés il y a des décennies, 3 d'entre eux avaient des prêts hypothécaires arrivant à échéance dans l'année à venir et, sur la base des évaluations actuelles du marché, il aurait du mal à refinancer. 2 autres étaient significativement sous-occupés, perdant probablement de l'argent chaque mois, et sa propriété phare, la tour Montagnier au centre-ville, avait un locataire majeur dont le bail expirait dans 6 mois. J'ai passé les mois suivants à placer tranquillement mes pions, j'ai approché le plus grand locataire de Richard par l'intermédiaire d'un tiers et je leur ai offert de meilleures conditions dans un immeuble appartenant à mon fonds, ils ont sauté sur l'occasion. J'ai contacté les banques détenant ces hypothèques et exprimé mon intérêt pour racheter les créances à prix réduit si Richard faisait défaut, et j'ai commencé à accumuler des informations sur chaque actif de la famille Montagnier que je pouvais trouver. Le cabinet d'avocats de Thibault était en difficulté, c'était un avocat médiocre qui surfait sur son nom de famille et plusieurs de ses gros clients étaient mécontents de son travail, j'ai tout documenté. Le mari de Justine, Benoît, n'était pas tout à fait la réussite qu'elle prétendait, son fonds spéculatif avait sous-performé le marché pendant 3 années consécutives et plusieurs investisseurs retiraient leur argent, je l'ai confirmé via mon réseau. Même Chantal avait des secrets, elle empruntait de l'argent à Richard pour soutenir une addiction au shopping qui ferait pleurer la plupart des gens. Au moment où le réveillon du Nouvel An est arrivé, j'avais une image complète du château de cartes financier de la famille Montagnier, tout ce dont j'avais besoin était le bon moment pour le faire tomber. Le dîner du réveillon a commencé assez normalement, Valérie et moi sommes arrivés au domaine Montagnier à 18 h, rejoignant Thibault et sa femme Mélissa, Justine et Benoît, et bien sûr Richard et Chantal. La maison était décorée avec ce bon goût coûteux que l'argent peut acheter mais que la classe doit cultiver, du cristal partout, des fleurs fraîches, un repas traiteur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Richard tenait sa cour en bout de table, discutant de sa dernière acquisition, un centre commercial en banlieue qui, selon lui, transformerait la zone. Thibault parlait d'une affaire sur laquelle il travaillait, exagérant son rôle pour se donner de l'importance. Justine et Benoît discutaient de leurs récentes vacances à Saint-Barth, s'assurant que tout le monde sache exactement à quel point leur complexe hôtelier était exclusif. Je mangeais tranquillement mon repas, répondant quand on me parlait mais ne prenant pas beaucoup l'initiative, c'était mon rôle normal lors de ces dîners, le gendre silencieux qui n'était pas tout à fait à la hauteur.
Cédric, dit Richard vers la moitié du plat principal, je parlais à Bill Henriot au club la semaine dernière, il a mentionné que ta firme a essayé d'acheter une de ses propriétés. J'ai levé les yeux, nous faisons beaucoup de tentatives d'acquisition, je devrais vérifier de quelle propriété vous parlez. Le complexe d'entrepôt sur le boulevard industriel, a dit Richard, Bill a dit que tu lui as offert environ 30% en dessous de la valeur du marché, il a été insulté. J'ai souri poliment, nous offrons ce que la propriété vaut selon notre analyse, si monsieur Henriot pense qu'elle vaut plus, il est libre de trouver un autre acheteur. C'est le problème avec ta génération, dit Richard en s'échauffant sur son sujet, aucun respect pour les relations établies, aucune compréhension du fait que les affaires sont construites sur la confiance et la réputation, pas juste des chiffres sur un tableur. Je préfère laisser les chiffres parler d'eux-mêmes, ai-je répondu. Le visage de Richard a légèrement rougi, il n'aimait pas être contredit, même poliment. Les chiffres ne disent pas tout, Cédric, c'est ce que tu ne comprends pas, Bill Henriot et moi faisons des affaires depuis 30 ans, il y a une valeur dans cette relation que tes tableurs ne peuvent pas quantifier. J'aurais pu lui dire que Bill Henriot avait 3 mois de retard sur ses paiements hypothécaires et serait probablement forcé de vendre dans l'année, probablement à moi à un prix encore plus bas que ce que j'avais proposé initialement, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête et suis retourné à mon repas. C'est là que Justine est intervenue, Cédric ne comprend tout simplement pas comment fonctionne le vrai business, a-t-elle dit, Benoît dit que les fonds d'investissement comme le sien sont essentiellement des vautours qui picorent des carcasses. Benoît s'est agité, mal à l'aise, il n'avait jamais dit quelque chose comme ça, du moins pas en ma présence, mais Justine adorait mettre des mots dans sa bouche pour se faire bien voir. Les fonds d'investissement remplissent une fonction importante sur le marché, ai-je dit calmement, nous fournissons des liquidités et du capital aux entreprises qui en ont besoin. Vous faites de l'exploitation, a dit Justine, enhardie par le vin qu'elle avait bu, vous achetez des choses pas chères à des gens désespérés et les revendez pour faire du profit, ce n'est pas du business, c'est du vol. J'ai senti la main de Valérie sur mon bras, un avertissement de laisser tomber, je l'ai regardé et j'ai vu l'expression familière qui signifiait « ne fais pas de vagues, n'embarrasse pas la famille ». Je me suis demandé si Jérôme Sinclair recevait un jour ce regard ou si elle le réservait juste pour moi. Je pense qu'on devrait changer de sujet, dit Valérie doucement. Mais Richard n'avait pas fini. Non, parlons-en, dit-il, je veux comprendre la philosophie d'affaires de Cédric, aide-moi à comprendre comment acheter des propriétés en difficulté à des prix bradés est autre chose que de profiter du malheur des gens. J'ai posé ma fourchette soigneusement. Préféreriez-vous que ces propriétés restent vides? Préféreriez-vous que ces entreprises fassent faillite et licencient tous leurs employés? Parce que c'est l'alternative. J'achète des actifs qui échouent et les transforme en quelque chose de productif, je sauve des emplois, je crée de la valeur là où il n'y en avait plus. Tu crées de la valeur pour toi-même, rétorqua Richard, n'habille pas ça en charité. Je n'ai jamais prétendu que c'était de la charité, ai-je dit, c'est du business, ce qui est plus que ce que je peux dire pour ceux qui s'accrochent à des propriétés qui perdent de l'argent chaque mois juste parce qu'ils sont trop fiers pour admettre que le marché a changé. La pièce est devenue très silencieuse, j'avais franchi une ligne en insinuant que les affaires de Richard n'étaient pas aussi florissantes qu'il le prétendait. Thibault fixait son assiette, les yeux de Justine étaient écarquillés de choc, Chantal avait l'air de vouloir ramper sous la table. Richard s'est levé lentement, son visage était de la couleur d'un steak cru. « Comment oses-tu, dit-il, sa voix tremblant de rage, comment oses-tu venir dans ma maison et m'insulter ? Je ne vous insulte pas, ai-je dit en restant assis, j'énonce un fait, l'immobilier commercial change, les méthodes qui fonctionnaient dans les années 80 ne fonctionnent plus, vous devez vous adapter ou vous serez laissé pour compte. Sors, dit Richard, sors de ma maison. C'est là que Valérie a fait son choix, au lieu de me défendre ou d'essayer de calmer la situation, elle s'est tournée vers moi avec des yeux froids et a dit, Cédric, peut-être qu'on devrait partir. Pas peut-être qu'il est déraisonnable, pas peut-être que vous devriez vous calmer tous les deux, juste peut-être qu'on devrait partir, comme si j'étais le problème. Quelque chose en moi s'est cristallisé à ce moment-là. Je me suis levé mais je n'ai pas marché vers la porte, à la place j'ai marché vers Richard, il a saisi le verre de vin devant lui et avant que je puisse dire un mot, il a jeté le contenu directement sur mon visage. Le vin rouge m'a frappé comme une gifle, froid et choquant, il est entré dans mes yeux, mon nez, a imbibé ma chemise. Justine a commencé à rire immédiatement, ce rire cruel et ravi qui disait enfin quelqu'un l'a remis à sa place, et puis sont venus ces mots qui ont scellé leur sort, merci papa, peut-être que ça lui apprendra un peu le respect, à ce sale porc. J'ai senti mes mains serrer la chaise, la rage était là, brûlante et immédiate, mais en dessous il y avait quelque chose de plus froid, le calcul. J'avais planifié cela depuis des mois,
attendant le bon moment, il venait de me le donner. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé l'appel. Maître Daval, ai-je dit, c'est le moment, exécutez tout ce dont nous avons discuté. Maître Daval était mon avocat, l'un des meilleurs avocats d'affaires du pays, nous nous préparions à ce moment depuis 3 mois. Depuis que j'avais décidé que mon mariage était fini et que le traitement de la famille Montagnier à mon égard avait passé le cap de l'impolitesse pour devenir de l'hostilité active. Cédric, qu'est-ce qui se passe, a demandé Valérie alors que je raccrochais le téléphone. Il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant, peut-être la première fissure dans son armure de Montagnier. J'en ai fini, ai-je dit simplement, j'en ai fini d'être traité comme une ordure par cette famille, j'en ai fini d'être moqué et rabaissé, et j'en ai fini avec toi. De quoi tu parles, exigea Richard, qui viens-tu d'appeler? Mon avocat, ai-je dit, à partir de ce moment, je demande le divorce, Valérie peut s'attendre à recevoir les papiers demain matin, je dépose également une plainte civile contre vous, Richard, pour agression. Ce vin que vous avez jeté n'était pas juste offensant, c'est une agression documentée par caméra. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré l'écran, j'enregistrais depuis que je m'étais levé, capturant tout, y compris Richard jetant le vin. Tu ne peux pas faire ça, bafouilla Justine, c'est illégal. En fait, la loi me permet d'enregistrer une conversation à laquelle je participe si cela sert de preuve proportionnée à l'agression, mon avocat saura quoi en faire. Thibault a finalement pris la parole, Cédric, calmons-nous tous et parlons de ça rationnellement. Je suis rationnel, ai-je dit, probablement pour la première fois en 8 ans, Maître Daval dépose également des motions pour geler tous les actifs matrimoniaux en attendant la procédure de divorce et il lance les procédures de saisie sur 3 de vos propriétés, Richard. Le visage de Richard est passé du rouge au blanc. De quoi tu parles? Tu ne possèdes aucune de mes propriétés. Non, mais je possède les titres de créance hypothécaire, ai-je dit, je les ai achetés à vos banques il y a 3 mois, vous avez actuellement 60 jours de retard sur 2 d'entre eux et 30 jours sur le 3e. J'aurais pu travailler avec vous là-dessus, mais plus maintenant, j'exige le remboursement immédiat des prêts. La pièce a explosé, tout le monde parlait en même temps mais je n'avais pas fini. Thibault, ton cabinet est sur le point de perdre le compte Henriot, j'ai acheté la propriété de Bill Henriot hier et il a demandé qu'un autre conseil gère la transaction. Vu les récents problèmes de performance de ton cabinet, je soupçonne qu'il va déplacer toutes ses affaires ailleurs. Le visage de Thibault est devenu livide. Justine, tu voudrais peut-être demander à Benoît au sujet des demandes de retrait que son fonds reçoit. Aux dernières nouvelles il a perdu environ 40% de ses actifs sous gestion ce trimestre. Il s'avère que sous-performer le marché pendant 3 années consécutives rend les investisseurs nerveux. Benoît avait l'air d'être sur le point de vomir. Et Chantal, vous voudriez peut-être parler à Richard de la seconde hypothèque qu'il a prise sur cette maison pour couvrir vos factures de carte de crédit. Ce prêt arrive à échéance dans 6 mois et vu l'état actuel de son portefeuille, je doute qu'il soit capable de refinancer. La main de Chantal a volé à sa bouche mais cette fois c'était un véritable choc. Tu es un monstre, a chuchoté Valérie. J'ai regardé ma femme, la femme que j'avais aimée, la femme qui me trahissait avec Jérôme Sinclair depuis 6 mois. Non, ai-je dit doucement, je suis juste quelqu'un qui est fatigué d'être traité comme un moins que rien par des gens qui ne sont rien. J'ai marché vers la porte, le vin dégoulinant encore de mes cheveux, sur le seuil je me suis retourné une dernière fois, bonne année tout le monde, j'espère qu'elle sera tout ce que vous méritez. Les 72 heures suivantes furent le chaos, Maître Daval a travaillé plus vite que je ne le pensais possible, déposant toutes les motions nécessaires et faisant signifier les papiers à tous ceux qui devaient les recevoir. Valérie a reçu les papiers du divorce le 1er janvier, Richard a reçu les avis de saisie le 2 janvier, le cabinet de Thibault a reçu l'avis formel que le compte Henriot partait le 3 janvier. Mon téléphone sonnait constamment, Valérie a appelé 16 fois le premier jour, laissant des messages allant de la colère aux supplications puis à la colère à nouveau. Thibault a appelé pour essayer de négocier une sorte d'accord, même Chantal a appelé en pleurant, me demandant de reconsidérer, je n'ai répondu à aucun d'eux, il n'y avait plus rien à dire. Le rapport du détective privé sur la liaison de Valérie est allé chez Maître Daval qui l'a incorporé au dossier de divorce, l'adultère affecterait le partage des biens, Valérie n'allait pas repartir avec la moitié de tout ce que j'avais construit, elle aurait de la chance d'obtenir 20%. Les propriétés de Richard étaient une autre affaire, le processus de saisie prendrait des mois mais les dommages à sa réputation furent immédiats, le bruit a couru dans la communauté de l'immobilier commercial que Richard Montagnier était surendetté et faisait face à la saisie. Ses autres prêteurs ont commencé à exiger le remboursement de leurs créances, ses locataires ont commencé à chercher d'autres espaces, son empire soigneusement construit a commencé à s'effondrer. Je ne ressentais aucune satisfaction, juste un froid sentiment de justice.
Environ une semaine après le dîner, j'ai finalement répondu à l'un des appels de Valérie. « Cédric, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix était rauque comme si elle avait pleuré, nous devons parler. »« Il n'y a rien à dire, ai-je répondu. Tu es en train de détruire ma famille. »« Non Valérie, je tiens ta famille responsable pour des années à me traiter comme une ordure, il y a une différence. Mon père a fait une erreur, il était ivre, il ne le pensait pas. Ton père fait des erreurs depuis 8 ans, ai-je dit, chaque commentaire sournois, chaque geste dédaigneux, chaque fois qu'il m'a traité comme si je n'étais pas assez bien pour épouser sa fille, ce n'étaient pas des erreurs, c'étaient des choix et maintenant il vit avec les conséquences. »« Et moi, demanda Valérie, et notre mariage. » J'ai failli rire. « Tu veux dire le mariage que tu trahis depuis 6 mois? Le mariage où tu as laissé ta famille se moquer de moi et ne m'a jamais défendu une seule fois? Ce mariage-là? » Silence. « Je sais pour Jérôme, ai-je dit doucement, je le sais depuis 4 mois, j'ai des photos Valérie, des vidéos, des SMS où toi et lui riez de combien je suis à l'ouest, alors s'il te plaît ne me parle pas de notre mariage comme s'il signifiait quelque chose pour toi. Cédric, je suis désolé, j'ai fait une erreur, j'étais confuse, Jérôme ne signifie rien. Peut-être qu'il ne signifie rien, ai-je convenu, mais ça rend juste les choses pires, tu as jeté notre mariage pour quelqu'un qui ne compte même pas pour toi. Est-ce qu'on peut réessayer, demanda Valérie, est-ce qu'on peut aller voir un conseiller conjugal ou quelque chose? Non, ai-je dit, parce que ce n'est pas à propos de Jérôme, c'est à propos de qui tu es devenu, ou peut-être de qui tu as toujours été, tu as laissé ta famille me traiter comme une ordure parce qu'au fond tu étais d'accord avec eux. Tu pensais que je n'étais pas assez bien et quand quelqu'un qui semblait plus excitant est arrivé, tu as sauté sur l'occasion. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi tu ne m'as pas défendu, ai-je demandé, à ce dîner ou n'importe quand d'autre, pourquoi n'as-tu jamais dit à ton père d'arrêter? Pourquoi n'as-tu jamais dit à Justine de se taire? Pourquoi n'as-tu jamais agi comme ma femme au lieu de la fille de Richard? Elle n'avait pas de réponse. Le divorce suit son cours, ai-je dit, Maître Daval te contactera pour le règlement, vu les preuves d'adultère n'espère pas grand-chose, et Valérie, fais-moi une faveur, dis à Jérôme qu'il peut avoir, vous vous méritez l'un l'autre. J'ai raccroché. Les procédures légales ont pris des mois comme c'est toujours le cas, Richard a combattu les saisies mais la loi était de mon côté, il avait signé les hypothèques, il avait manqué les paiements. Le fait qu'il ne savait pas que c'était moi qui détenais les créances ne changeait pas ses obligations légales. Sa propriété phare, la tour Montagnier, a été la première à partir, j'ai saisi et immédiatement vendu à une société de développement pour un profit substantiel, l'ironie était que l'acheteur prévoyait de rénover et moderniser. Exactement ce que Richard aurait dû faire il y a des années au lieu de laisser décrépir tout en collectant les loyers de locataires de plus en plus désespérés. Les 2 autres propriétés ont suivi dans les 3 mois. Richard a essayé de déposer le bilan mais ses avocats lui ont dit que ça n'aiderait pas, les dettes étaient garanties par l'immobilier, la faillite pourrait retarder les choses mais le résultat serait le même. Le cabinet de Thibault a réussi à survivre de justesse, perdre le compte en Rio a fait mal mais ils avaient d'autres clients. Thibault lui-même m'a envoyé un email s'excusant pour son rôle dans le traitement que la famille m'avait infligé, je n'ai pas répondu, ses excuses avaient 20 ans de retard et étaient entièrement motivées par l'intérêt personnel. Justine et Benoît ont eu leurs propres problèmes, le fonds de Benoît s'est effondré après une série de mauvais investissements et de retraits de clients, il a fini par prendre un emploi d'analyste financier dans la firme de quelqu'un d'autre, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait avant. Justine a divorcé 6 mois plus tard, apparemment un homme qui ne pouvait pas maintenir son train de vie ne valait pas la peine d'être gardé, les valeurs de la famille Montagnier à l'œuvre. Chantal a déménagé dans une maison plus petite après que Richard a dû vendre le domaine pour couvrir ses dettes, elle m'a appelé une fois demandant si j'envisagerais de l'acheter pour qu'elle puisse au moins rester dans un environnement familier, j'ai refusé. Que quelqu'un d'autre possède la maison où Richard m'a jeté du vin au visage. Le divorce d'avec Valérie a été finalisé après 8 mois de bataille juridique, elle s'est battue pour avoir plus, invoquant la détresse émotionnelle et arguant que les propriétés de son père ne devaient pas entrer en ligne de compte dans le règlement. Maître Daval a détruit ses arguments avec les preuves de l'adultère et la documentation de mes biens propres. Au final, Valérie est repartie avec 200 000 € et sa voiture, étant donné que je valais 70 millions elle s'attendait à beaucoup plus. Je l'ai vue une dernière fois à l'audience finale, elle semblait différente, plus petite en quelque sorte, comme si la confiance qui venait du fait d'être une Montagnier lui avait été arrachée, elle a essayé de m'approcher dans le couloir du tribunal mais je suis passé sans la regarder. Il n'y avait plus rien à dire. 1 an après ce dîner du Nouvel An, j'étais assis dans mon nouveau bureau surplombant la ligne d'horizon de la ville,
Mon fonds avait grandi pour atteindre 400 millions d'actifs sous gestion, j'avais acquis 2 autres propriétés dans le centre-ville et étais en négociation pour une 3e. Les affaires marchaient bien, mieux que bien. Mon assistante a frappé à la porte. « Monsieur Hérault, il y a quelqu'un pour vous voir, elle n'a pas de rendez-vous mais elle dit que c'est important. » J'ai levé les yeux de mon ordinateur. « Qui est-ce » Elle dit qu'elle s'appelle Amandine Richard, elle est conservatrice au musée d'art moderne. J'ai ressenti une petite étincelle d'intérêt, j'étais mécène du musée depuis mon divorce, assistant au vernissage et expositions, l'art était devenu un refuge, un rappel qu'il y avait de la beauté et du sens au-delà des bilans comptables et des acquisitions immobilières. « Faites-la entrer » ai-je dit. Amandine est entrée dans mon bureau avec l'assurance de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, elle avait probablement la trentaine, des cheveux auburn et des yeux intelligents qui captaient tout de l'espace en un seul regard. « Monsieur Hérault » a-t-elle dit en tendant la main, « merci de me recevoir sans rendez-vous. »« Appelez-moi Cédric » ai-je dit en lui serrant la main, « que puis-je faire pour vous ?»« Je suis ici pour demander de l'argent » a-t-elle dit sans détour, « le musée prévoit une expansion majeure et nous cherchons des donateurs qui comprennent la valeur de l'art dans notre communauté. » J'ai souri malgré moi, c'est une approche rafraîchissante et directe. « Je ne crois pas au fait de faire perdre leur temps aux gens » a dit Amandine, « vous êtes un homme d'affaires prospère, vous valorisez l'efficacité donc je suis efficace. » Nous avons parlé pendant 1 heure des plans du musée, d'art contemporain, du rôle de la culture dans le développement urbain. Amandine était brillante, passionnée et complètement indifférente à ma richesse ou à mon succès, elle se souciait de l'art, du musée, de créer quelque chose de significatif pour la communauté. Quand elle est partie, je m'étais engagé à donner 5 millions d'euros au projet d'expansion, je l'ai aussi invitée à dîner, elle a dit oui. La famille Montagné s'est estompée dans ma mémoire au cours de l'année suivante, j'ai entendu par divers canaux que Richard avait pris un emploi dans une société de gestion immobilière, travaillant essentiellement pour quelqu'un d'autre après des décennies à être son propre patron. Thibault exerçait toujours le droit, toujours aussi médiocre. Justine s'était remariée, cette fois avec un homme qui travaillait dans les assurances. Chantal avait maîtrisé ses dépenses, ou peut-être qu'elle n'avait tout simplement plus l'argent de Richard à dépenser. Valérie a déménagé, quelqu'un m'a dit qu'elle travaillait dans une galerie dans le sud de la France, essayant de redémarrer la carrière qu'elle avait abandonnée en épousant le style de vie montagné. Je lui ai souhaité du bien, de cette manière abstraite dont on souhaite du bien à quelqu'un qui a compté autrefois mais qui ne compte plus. Amandine et moi sommes sortis ensemble pendant 6 mois avant que je lui demande d'emménager avec moi, elle a dit oui mais avec des conditions, elle a gardé son appartement comme atelier, elle a maintenu son indépendance, elle a clairement fait savoir qu'elle était avec moi parce qu'elle le voulait. Pas parce qu'elle avait besoin de quoi que ce soit de ma part, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le soir du réveillon du Nouvel An, exactement 2 ans après que Richard m'ait jeté du vin au visage, Amandine et moi avons organisé un dîner dans mon Penthouse, la liste des invités comprenait Maître Daval et sa femme, Marc Flamand et sa compagne. Plusieurs collègues de Montfond et une poignée d'amis d'Amandine du monde de l'art. À minuit, alors que le champagne coulait à flots et que tout le monde célébrait, Amandine m'a tiré à l'écart sur le balcon. « Tu sais ce que j'aime chez toi » a-t-elle demandé. Ma beauté dévastatrice et mon charme, ai-je suggéré. Elle a ri, non, enfin oui, mais ce n'est pas ce que j'allais dire. J'aime le fait que tu connaisses ta valeur, tu n'as besoin de personne pour te valider, tu n'as besoin de personne pour te dire que tu as réussi, que tu es intelligent ou précieux, tu le es simplement. Je l'ai serré contre moi, regardant les lumières de la ville s'étaler sous nous. J'ai dû l'apprendre à la dure. Les meilleures leçons le sont généralement, a dit Amandine. Nous sommes restés là dans l'air froid de janvier, écoutant les sons de la célébration à l'intérieur et j'ai réalisé quelque chose d'important, la famille Montagné avait pensé qu'elle m'apprenait une leçon quand elle me traitait comme si je n'étais pas assez bien. Ce qu'ils m'avaient en fait appris, c'est qu'être assez bien pour les mauvaises personnes ne signifie rien. J'avais bâti mon succès selon mes propres termes, je m'étais éloigné des gens qui ne me valorisaient pas et j'avais trouvé quelqu'un qui m'aimait, non pas malgré qui j'étais, mais à cause de cela. Ce vin au visage avait été le réveil dont j'avais besoin, pas pour prouver quoi que ce soit aux Montagné, mais pour me prouver à moi-même que je méritais mieux, que je valais plus que ce qu'ils ne m'avaient jamais accordé. Et alors qu'Amandine et moi retournions à l'intérieur pour rejoindre nos amis, j'ai réalisé que la meilleure vengeance n'était pas de détruire la famille Montagné, la meilleure vengeance était de construire une vie si belle qu'ils ne pourraient pas la toucher même s'ils essayaient. Richard Montagné m'avait jeté du vin au visage en pensant me remettre à ma place, ce qu'il avait réellement fait, c'était me libérer, et pour cela, je suppose que je devrais le remercier. Si cette histoire a résonné en vous,
Si elle vous a fait réfléchir sur le fait de vous défendre ou de connaître votre valeur, je veux vous lire dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment où le manque de respect de quelqu'un vous a en fait poussé vers quelque chose de mieux? Partagez votre histoire ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires vraies sur des gens ordinaires trouvant une force extraordinaire. À la prochaine fois, rappelez-vous que parfois les gens qui vous traitent le plus mal vous enseignent les meilleures leçons sur qui vous êtes et ce que vous méritez.